Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur ce live où nous allons parler sur les dénonciations que Israël nie, qu'ils ont tiré sur les gens pendant les distributions de nourriture et qu'ils font quasiment exprès de faire ça. Des dizaines de camions quittent l'Égypte ce lundi matin, direction Gaza. Pour la deuxième journée consécutive, des vivres vont pouvoir pénétrer le territoire palestinien après des mois d'un blocus hermétique imposé par Israël. Je transporte des provisions alimentaires, du lait. Nous voulons rejoindre nos frères palestiniens pour leur livrer ces marchandises. Dimanche, Israël a annoncé la suspension des opérations militaires 10 heures par jour dans certaines parties de Gaza et la création de nouveaux couloirs humanitaires. Objectif affiché par le gouvernement israélien, permettre à l'aide d'atteindre une population exsangue. Selon l'OMS, le taux de malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza et l'organisation onusienne parle d'un blocage délibéré de l'aide par Israël, ce que conteste ce lundi Benjamin Netanyahou. Il n'existe aucune politique de famine à Gaza et il n'y a pas de famine à Gaza. Nous permettons à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza depuis le début de la guerre. Malgré les pauses annoncées par l'armée israélienne, les opérations militaires n'ont pas cessé dimanche. En tout, 16 personnes seraient mortes en 24 heures à Gaza, selon la Défense civile palestinienne, une organisation de secours. Une frappe nocturne sur Khan Younes, par exemple, aurait tué 5 personnes. À Beth Laïa, au nord de la ville de Gaza, un homme est mort pendant une distribution alimentaire, comme l'affirme ce témoin. On est allé chercher de la farine, mais des chars et des drones ont ouvert le feu sur nous et ce jeune homme est mort. Chaque jour, il y a des martyrs et des blessés. Alors que la pression internationale s'intensifie sur Israël, des voix critiques se font entendre aussi dans le pays. Après avoir enquêté pendant plus de 20 mois, 2 ONG phares de la société civile israélienne ont pris position ce lundi et utilisent le terme de génocide pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Israël commet un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Le rapport rédigé par B'Tselem présente des faits, des données et des témoignages sur la manière dont Israël agit de manière délibérée, coordonnée et systématique pour détruire les Palestiniens de Gaza. C'est la première fois que le terme de génocide est brandi par des organisations basées en Israël. Des sondages récents établissent que 70 à 80% de la population israélienne souhaitent que les habitants de Gaza soient expulsés vers d'autres pays. Voilà. Ouais, 70. Il faut bien revenir sur ces... C'est la première fois que le terme de génocide est brandi par des organisations basées en Israël. Des sondages récents établissent que 70 à 80% de la population israélienne souhaitent que les habitants de Gaza soient expulsés vers d'autres pays. Parce qu'à chaque fois que nous avons affaire à l'actualité et surtout aux gens qui soutiennent le régime israélien, maintenant, ils veulent éviter que, soi-disant, les gens ne fassent l'amalgame entre les Israéliens et l'État d'Israël. Mais vous venez d'attendre ici, à prendre avec des pincettes, bien sûr, 80%. Presque 80% de la population israélienne veulent que les Gazaouis soient expulsés de leur terre. Mais je vous ai montré ici sur ma chaîne comment eux-mêmes, ils étaient les premiers à fuir quand ils n'ont même pas vécu le dixième, le centième de ce que vivent les Gazaouis et qui préfèrent rester chez eux. Et vous vous souvenez, voilà le paradoxe. Entre eux qui disent que c'est leur terre et qui maintenant ils voient que les chimères que leur a promis Netanyahou ne marchent plus et qu'ils sont plus à l'abri, c'est les premiers à prendre l'avion pour s'en aller. Par contre, les Gazaouis qui n'ont plus de route, qui n'ont plus d'hôpital, qui n'ont plus rien, qui sont affamés, quand on leur laisse le choix, la première chose qu'ils font, c'est de repartir là où il n'y a rien. Eux-mêmes étaient prêts à payer des fortunes, à pleurer que soi-disant les gouvernements desquels la plupart d'entre eux appartiennent, parce que bien beaucoup d'entre eux
ne sont pas originaires de là et ont les papiers de leur pays de naissance ou de je ne sais pas d'où ils viennent. Et donc quand ça commençait à barder, ils étaient tous en train de se plaindre que leur deuxième nationalité ou les ambassades de leur deuxième nationalité n'aient rien fait pour les sortir d'Israël. Et on a vu que beaucoup d'entre eux ont fui pendant les 12 jours qu'ils ont voulu soi-disant s'affronter avec l'Iran. Vous avez vu comment ils ont fui. Mais face aux Gazaouis, qui, quoi qu'il arrive, veulent toujours rester chez eux, vous avez 80% de ces personnes qui se prélassent sur les cafés comme on peut voir là, dans le luxe occidental, qui vous disent que non, c'est mieux que leur truc qu'on a déjà rasé, où il faudra je ne sais pas combien d'années pour établir ça, non mais qu'ils partent, qu'ils nous le laissent. Et maintenant, écoutez la vérité sur ce que ces gens-là ont fait ou font, qu'il n'était pas permis avant, mais ce tour-ci, je me demande bien, de quoi vont-ils affubler ce militaire américain suite à son témoignage? De quoi vont-ils l'affubler? Comment ils vont l'accabler? Qu'est-ce qu'ils vont aller déterrer sur lui? Écoutez. C'est la dernière idée des employés de la Fondation humanitaire de Gaza, la très controversée GHF, n'ouvrir les distributions qu'aux femmes, comme ce fut le cas ici ce jeudi à Rafah. Les Américains nous ont dit « Allez, allez !» Alors nous y sommes allés. Puis juste après, ils nous ont dit « Non, repartez !» Et à un moment, ils ont commencé à nous asperger de gaz poivré. Ça nous a brûlé le visage et les mains. Ce n'est pas la première fois que les méthodes militarisées de la GHF suscitent la controverse. Mais à mesure que les abus de cette organisation financée par les États-Unis et Israël se multiplient, les langues se délient. Moi, ici, j'arrête déjà là. Quand ils disent financé par les Américains, financé par quels Américains? C'est ça qu'il faut déterminer. Financé par le gouvernement américain ou subventionné ou financé par des Américains soutiens d'Israël aux États-Unis. Bien que nous pouvons dire que voilà, le gouvernement américain est un allié naturel d'Israël. Cependant, il est très important, avant de juste affubler comme ça là d'un nom qui ne permet pas de faire la distinction, de bien préciser c'est qui finance cette association. Parce qu'il y a d'autres associations américaines qui sont là-bas aussi, qui ne sont pas controversées. Notamment celles d'anciens employés de la GHF. C'est le cas d'Anthony Aguilar, interviewé par la BBC. Ce vétéran des forces spéciales américaines dit avoir été témoin de crimes de guerre. J'ai vu des soldats de l'armée israélienne tirer sur la foule des Palestiniens. Je les ai vus tirer avec un char Markava sur une foule. J'ai vu des obus de mortier tirer sur la foule pour la contenir. Là, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce monsieur restera assez longtemps à vie pour pouvoir un jour témoigner de ce qu'il a vu? Ou un jour on annoncera qu'on l'a retrouvé pendu ou il s'est suicidé, comme on a eu tant de découvertes comme ça, de gens qui étaient contre la doxa, contre le narratif officiel et qui soi-disant se sont retrouvés morts suspectement. Des abus confirmés par cet autre témoignage au début du mois. Des vidéos obtenues sous couvert d'anonymat par l'agence AP. Si ces contractors, ces anciens militaires passés dans le privé, témoignent sous couvert d'anonymat ou à visage découvert, c'est parce qu'ils se disent écœurés par l'amateurisme meurtrier de la GHF. Ils sont inexpérimentés, non formés. Ils n'ont aucune idée de la manière de mener des opérations de cette ampleur. Pour être clair, je dirais qu'ils sont criminels. De toute ma carrière, je n'ai jamais été témoin d'un tel niveau de brutalité et d'un recours à une force aveugle et inutile contre une population civile, désarmée et affamée. Il faut bien noter le jargon, les mots, le champ lexical utilisé ici par cet ancien membre de forces spéciales ou de je ne sais quelle section de l'armée américaine. Vous avez entendu
quand il décrit l'affrontement ou quand il décrit la réalité du terrain, parce que les médias occidentaux apparemment n'ont plus la cervelle sur la tête ou ne savent plus ce qu'ils racontent. On dit que soi-disant il y a une guerre d'Israël contre le Hamas. Mais le Hamas soi-disant est souvent dans la foule. Mais ici on vous dit qu'il n'y a pas de parallélisme ou même d'équivalence. De l'autre côté, vous avez des gens armés, surarmés, qui tirent sur des gens qui n'ont rien. Sur des gens qui ne peuvent pas constituer une menace létale parce qu'ils n'ont rien de létal sur eux. Donc le recours à l'utilisation des armes sur ces gens-là, en elle-même déjà constitue quelque chose d'inadmissible. Parce qu'il vous dit ici, il n'a jamais vu une telle disproportion de force entre deux camps. Et pourtant on appelle ça une guerre. Hein. Je répète. De toute ma carrière, je n'ai jamais été témoin d'un tel niveau de brutalité et d'un recours à une force aveugle et inutile contre une population civile, désarmée et affamée. En plus, soi-disant il n'y a pas de famine comme on vient d'écouter Netanyahou. Lui, il vous dit ici, affamé. Des accusations portées par plusieurs agences de l'ONU qui imputent à l'armée israélienne, lors de ses distributions alimentaires gérées par la Fondation humanitaire de Gaza, la mort de plus de 1000 personnes en seulement 2 mois depuis que la GHF opère dans l'enclave palestinienne. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour discréditer l'organisation qui était un membre de l'ONU, ou en tout cas l'ONG qui s'occupait de la nourriture et qui était dirigé par l'ONU, qui était l'UNRWA. Israël a tout fait jusqu'à obtenir que l'UNRWA ne puisse plus s'occuper de la distribution de nourriture pour pouvoir mettre en place la distribution de nourriture par des mercenaires qui s'en servent comme des pièges pour causer jusqu'à 1000 morts pendant les distributions de nourriture. Mais là encore, on ne doit rien dire. Là encore, ce ne sont pas des crimes machin. Et là encore, il n'y a pas de sanctions. Ok, déjà écoutons ce qui est dit ici. Dans famine à Gaza, il n'y a pas. Israël ne veut pas et ne fera pas en aucun cas quelque chose pour qu'il y ait une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Par contre, il y a une volonté du Hamas qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza. Ça, il faut le dire clair et net. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. C'est moi ou on dirait que le porte-parole de l'armée israélienne menace en direct le peu de journalistes? Il a dit j'ai les noms. Il a dit j'ai les journalistes encore vivants à Gaza? On rappellera que plus de journalistes ont été tués à Gaza que dans les 2 guerres mondiales, du Vietnam, de Yougoslavie et d'Afghanistan réunis. C'est bizarre, on dirait presque qu'ils sont ciblés délibérément. Et bah selon l'ONU, Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes, c'est totalement le cas. Les journalistes, y compris en Cisjordanie occupée, sont des cibles privilégiées de l'armée israélienne depuis octobre 2023. En tout cas, on dirait que cette fois-ci, Rafovitz a été un peu trop loin. Et il y a des journalistes de BFM qui commencent à en avoir marre. La société des journalistes... Voilà. Les journalistes de BFM commencent à en avoir marre, surtout parce que maintenant, BFM n'est plus dirigé par un milliardaire sioniste. Draghi a revendu BFM et depuis, BFM recommence un petit peu à retrouver une ligne éditorialiste, en tout cas en ce qui concerne Israël, équilibrée. Et donc, ils ne sont plus obligés d'écouter les mensonges de Rafovitch. Et surtout, l'autre commentateur incompétent, là, c'est lui des GG, là. Il n'est pas tout le temps là pour agrémenter ou accepter toutes les bêtises que dit Rafovitch. Le journaliste de la chaîne a même publié un communiqué pour se désolidariser des propos du porte-parole de l'armée israélienne. Mais certains tweetos rappellent qu'il est un peu tard pour se plaindre des fake news de Rafovitz après l'avoir reçu toutes les semaines à l'antenne depuis près de 2 ans. Tout ça pose une question épineuse, celle de la responsabilité morale des médias dans ce dans ce journal. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que quelque part, j'ai lu que l'Union européenne envisageait maintenant des sanctions. Et donc, je ne me souviens plus très bien, mais je pense qu'on va facilement retrouver ça sur France 24 ou quelque chose comme ça. Parce que ça, maintenant, c'est public. Déjà, premièrement, puisque
Trump est devenu la boussole à suivre en Occident. Netanyahou dit qu'il n'y a pas famine. Regardez ce que Trump dit. L'aide humanitaire continue d'être parachutée sur l'enclave palestinienne par des avions jordaniens. De la nourriture tombée du ciel et ces hommes affamés qui se jettent sur les vivres, quitte à en venir aux armes ou aux mains. Du riz, des pâtes, des boîtes de conserve. Certains n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. C'est la seule chose que j'ai réussi à avoir. On a besoin de plus car on meurt de faim et on n'a plus rien. Cette aide, c'est une honte. Nous ne sommes pas des chiens à devoir courir pour de la nourriture. Des camions s'apprêtent à entrer dans l'enclave pour acheminer farine, eau ou médicaments aux habitants de Gaza. Le nombre de camions devrait dépasser les 500 par jour, mais le nombre actuel est trop limité. Cela ressemble toujours à un siège. Israël, qui contrôle la quasi-totalité de la bande de Gaza, sous la pression internationale, dessert l'étau humanitaire. L'armée a même instauré des pauses de ses opérations militaires 10 heures par jour dans les zones de Gaza, Deir el-Bala et Al-Mawasi. Franchement, même pour commenter, regardez-moi la zone militarisée et la zone qui reste à la population. On vous rappelle que c'était une zone qui comptait 2 millions de personnes. Et maintenant, les 2 millions de personnes, ils les ont mis là. Et tout ça, là, c'est la zone militarisée. Franchement, est-ce que ça se fait? Après, comment voulez-vous qu'on dise que ces gens-là ne sont pas en train d'imiter leurs bourreaux du siècle dernier? Franchement. L'acheminement de l'aide. Dans cet hôpital sont transportés des blessés et des morts. Ils attendaient de l'aide humanitaire, mais la distribution a une nouvelle fois viré au chaos, alors que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza continuent après 22 mois de guerre. Voilà. On se demande bien, après 22 mois et toute la zone militarisée qu'ils occupent, ils traquent encore qui? Voilà pour ceux qui fait de tels bombardements. L'aide humanitaire continue. C'est de savoir, soi-disant, ils envisageaient des sanctions. L'Union européenne. Et vous avez vu, ils n'ont même pas montré Trump qui parle. Le rapport que nous publions. De son côté, Physicians for Human Rights Israel est très axé sur la santé. Cette intention qui, au vu du droit, convention que l'État hébreu a pourtant signé. Il est tout simplement illogique aussi. Gaza est une réponse nécessaire de défense des droits humains, mais pas n'importe lesquels. 2 organisations israéliennes. Le rapport que nous publions aujourd'hui est un rapport que nous n'aurions. Il est important qu'on voit cette information qui dit que l'Union européenne envisage des sanctions. Écoutez bien, envisage des sanctions. Après tout ce qui se passe pendant 22 mois, ils n'ont pas sanctionné, mais ils envisagent des sanctions contre Israël. Où est-ce que j'avais vu ça là déjà? En tout cas, je viens de vous taper là et vous voyez, il n'y a rien de récent sur l'UE. Je vais mettre UE Israël, espérant que ça va nous donner quelque chose de plus récent. Ça c'est quoi? Je pense que les Français et les Saoudiens sont en train de mettre d'accord sur un agenda, sur un texte, sur une déclaration. Bon, en tout cas, je ne le retrouve pas. Tout ce que je pouvais dire, c'est que l'Union européenne, après tout ce que je vous ai montré, ils étaient en train d'envisager, jusqu'à maintenant, on est presque 21 mois ou 22 mois après tout ce qui se passe en Israël, ils sont encore en train d'envisager de sanctionner Israël. Après un après-midi de débat, la chef de la diplomatie européenne vient annoncer à la presse ce qui semblait inimaginable il y a encore quelques jours. Il existe une forte majorité en faveur de la révision de l'article 2 de notre accord d'association avec Israël. Nous allons donc lancer cet exercice et dans l'intervalle, il incombe à Israël de débloquer l'aide humanitaire. Sauver des vies doit être notre priorité absolue. Sur les 27 pays membres, 17 ont voté pour cette révision. La question avait été mise par les Pays-Bas à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, mardi.
Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Nous souhaitons la levée totale du blocus humanitaire et sommes vivement préoccupés par l'intensification de l'effort de guerre israélien. Jusqu'ici, fervent soutien d'Israël, Amsterdam change donc de ton et les lignes bougent au sein de l'Union européenne. Entré en vigueur il y a 25 ans, l'accord d'association est censé faciliter le dialogue politique entre les deux parties et permettre des échanges commerciaux dans un cadre de libre-échange, notamment dans les secteurs industriels et agricoles. L'article 2 du texte stipule que ces relations sont fondées sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. La Commission européenne va vérifier si ces engagements sont respectés. Écoutez-moi la folie. La Commission européenne va vérifier si ces engagements sont respectés. Va vérifier. Est-ce que vous écoutez? Si vous regardez les infos de ces différentes chaînes, on vous parle à chaque fois que du côté russe, c'est scandaleux que les Russes soient attaqués, mais il y a un mort, il y a 25 blessés, il n'y a pas de mort. De l'autre côté, tous les jours, on vous dit qu'il y a des dizaines de morts. On vous dit qu'il y a une famine qu'on ne constate pas en Ukraine. Mais la Commission européenne est au 18e train de sanctions contre la Russie et va vérifier que les conditions de l'article 2 de l'accord avec Israël est effective ou pas. La situation à Gaza est catastrophique. L'aide autorisée par Israël est bien sûr la bienvenue, mais elle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc, si elle dit ça, est-ce que les conditions de l'article 2 sont encore effectives? A-t-elle réellement besoin d'aller vérifier les conditions de l'article 2 si elle-même a défini la situation comme celle-ci? L'aide doit être acheminée immédiatement, sans entrave et à grande échelle. Mais les dissensions restent fortes au sein de l'UE. Allemagne et Italie ont voté contre la révision de l'accord. La Hongrie de Viktor Orban a mis son veto. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et représente 33% de ses exportations. Le gouvernement israélien dénonce une décision qui encourage le Hamas à rester sur ses positions. Bah oui. À quoi bon? Et c'est toujours de la faute du Hamas. Pourquoi ça serait la faute d'Israël? Peace out.